parler plus de la partie industrie CPQ et digital commerce API. Et on finira pour vous fournir l'ensemble des ressources à notre disposition pour se former sur ce cloud très intéressant. Et puis, je voulais aussi remercier Women in Tech pour l'organisation et aussi notre chère Gianni, qui est notre technical architecte, qui finira cette session, qui nous a aussi beaucoup aidé à avoir cette opportunité pour vous le présenter. Donc, je laisse la parole à Jérémy. Merci Benuga. Bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir pour du coup parler d'énergie and utilities cloud. Alors, je vous proposais de faire cette présentation en deux temps. Le premier, c'est de vous parler un petit peu de l'industrie de l'énergie. Alors, il y a des personnes qui les connaissent très très bien, je pense. Mais voilà, c'est pour être sûr que tout le monde comprenne un petit peu les enjeux de cette industrie. Et en deuxième partie, on va parler plus spécifiquement d'énergie and utilities cloud, et justement en quoi on aide on aide cette industrie. Alors, on va commencer par un petit quiz. Alors, si vous avez votre téléphone à portée de main, je pense que ça peut être sympa de participer. On a prévu cinq questions. Et après, promis, on ne vous embête plus. Vous pourrez nous écouter tranquillement. Et il n'y a pas de classement, hein, donc ce n'est pas une compétition. On ne notera pas les mauvais élèves. Donc, cette première question, la France a-t-elle le plus de centrales nucléaires par habitant? Hein, donc, on parle bien de par habitant au monde. Donc, on va laisser encore 10 secondes. Allez, encore 5 secondes. Il y a encore des participants. Bon, alors du coup, la réponse, c'était vrai. Effectivement, par habitant, la France est la première mondiale. Hein, donc, c'est un peu plus de 180 réacteurs nucléaires. Donc, par rapport à une population de 80 millions, on est assez devant. Les États-Unis ont plus de réacteurs nucléaires, mais voilà, ils ont une population plus importante. Donc, ça, c'était la première question. Si on passe à la suivante. Quel pourcentage de l'énergie produite en France provient du nucléaire? Ah, ça va être bon. Merci. Ok. Alors, du coup, la réponse, 70%. Donc, bien sûr, ça varie, mais c'est une proportion assez forte. Hein. Donc, on parle de mix énergétique. Hein. Donc, c'est les différentes énergies en fait qui sont produites sur le sol français. Donc 70% sont de l'énergie nucléaire, il y a à peu près 10% qui est de l'hydroélectricité, hein, et le reste se partage entre les énergies renouvelables et il reste quand même quelques énergies à charbon, mais voilà. Donc c'est une part significative, c'est un peu, c'est assez unique en France, hein, dans le monde, je veux dire. Prochaine question. Quel pourcentage de votre facture finale est attribué aux fournisseurs d'énergie?
Je ne sais pas si vous regardez votre facture régulièrement. Est-ce que vous allez dans les détails? Allez, on va laisser encore 10 secondes. Et donc, c'est 34%. Donc, le reste, c'est bien sûr des taxes, de l'acheminement. Hein, donc, il y en a beaucoup, il y a à peu près 35% qui part chez Enedis hein, pour la gestion du réseau et 35% qui sont des taxes, donc la TVA, mais d'autres taxes voilà, pour financer les infrastructures. Donc moi je trouve que c'est une statistique assez intéressante hein, parce que ça veut dire que concrètement en fait les fournisseurs d'énergie quand ils vous promettent en fait des économies c'est uniquement sur ces 34%. Hein, toute la part du réseau et des taxes reste la même peu importe le fournisseur que vous avez. Voilà. Prochaine question, combien y a-t-il de fournisseurs d'énergie en France en 2024? Alors ce chiffre a quand même largement diminué depuis la crise énergétique, mais voilà, j'en dis pas plus. Oui, 10 secondes. 40. Voilà. Donc, il y a quelques années, il y a 3 ans de cela, il y en avait presque 80. Donc, le chiffre a vraiment diminué. Mais ça reste quand même un marché très compétitif, comme vous pouvez le voir. Et enfin, la dernière, quelle est la différence entre un producteur et un fournisseur d'énergie? Alors, c'est peut-être évident ou pas. Ok, donc ouais, un producteur, ils produisent de l'énergie et le fournisseur d'énergie vous la vend, hein, si on fait un peu schématique. Euh, donc ça me permet d'enchaîner mais justement sur la prochaine partie où c'est d'expliquer un petit peu le monde de l'énergie. Donc pour ça, on va s'intéresser uniquement à l'électricité. Donc on pourrait bien sûr faire le gaz et d'autres commodités comme l'eau qui sont adressées donc par le Cloud Energy and Utilities. Euh, donc il y a quatre grosses parties. Hein. Donc la première, c'est la génération de l'énergie en elle-même. Donc comme on l'a dit, en France, il y a beaucoup d'énergie produite d'origine nucléaire. Euh, pour vous donner un chiffre, hein, EDF et Engie représentent 95% de l'énergie produite en France. Hein, donc il y en a 5% qui sont attribués à d'autres entités comme E.ON, comme Alpic, c'est peut-être des noms qui vous parlent. Mais voilà, le gros est vraiment chez EDF et Engie. Donc cette énergie, une fois produite, bah, elle est transmise dans un réseau voilà, avec ces fameux pylônes que vous voyez. Hein, donc c'est RTE.
qui s'occupe de cette partie-là. Et puis, jusqu'à vos maisons, c'est le gestionnaire de réseau de distribution donc, qui s'appelle Enedis, qui correspond, qui prend en charge 95% du marché national. Les 5% restants sont à des ELD, donc des villes comme Strasbourg ou comme Grenoble ont leur propre gestionnaire de réseau. Et puis enfin, on a le fournisseur d'énergie, donc voilà, les historiques comme EDF, comme Engie, que vous connaissez, qui sont les leaders de ce marché. Et on retrouve voilà, d'autres leaders comme Total, comme Eni, et 38 autres, pardon, 36 autres fournisseurs. Ce qu'on voit sur ce marché, c'est qu'il y a qui était à la base centralisé, donc avec une centralisation descendante de l'énergie. Maintenant, avec la transition énergétique, on retrouve en fait de plus en plus de sources propres, donc comme les panneaux photovoltaïques, les éoliennes. Et ça met un stress parce que ça change un petit peu le paradigme des infrastructures pour lesquelles on a investi pendant des années. Cette énergie, en fait, arrive par intermittence, parce que finalement, on produit quand il fait soleil de l'énergie, on produit quand il y a du vent. Donc, c'est un peu différent qu'une centrale nucléaire qui produit en permanence à toute heure. Donc, c'est un des challenges de cette industrie. C'est comment justement répondre à cette transition, à ces nouveaux besoins, ces nouvelles exigences de la transition énergétique. Alors il y a une constante dans cette industrie, c'est que les fournisseurs énergie ont ce rôle social en fait de délivrer un service qui doit être fiable, qui doit être abordable aussi. Donc ils ont des grosses contraintes sur leurs coûts d'opération. Ça reste. Mais voilà, il y a des nouvelles choses. Donc, on leur demande de plus en plus d'investir en fait dans les énergies propres. Donc, il y a une statistique intéressante là, qui est sortie en fin 2023. Il y a eu presque 11 milliards d'investissements donc, sur les énergies renouvelables en 2020. Et ça commençait tout juste. Donc, ce qui va s'investir dans les prochaines années va être d'autant plus important. Ces nouveaux investissements en fait, amènent une production décentralisée. Donc c'est bien entendu aussi des choses qu'on voit sur les toits de nos maisons, des panneaux solaires. Donc ça demande aussi une nouvelle façon de penser. Et puis les clients, ils sont de plus en plus connectés, ils sont de plus en plus avertis, ils sont de plus en plus sensibles aussi à l'écologie, à l'impact de leur consommation. Donc ça demande en fait aux fournisseurs d'énergie notamment d'être de plus en plus à l'écoute et de plus en plus proactifs dans la relation avec leurs clients. Donc c'est un chamboulement assez important et on le reconnaît chez Salesforce et on sait que l'approche traditionnelle avec une technologie qui a été pensée en fait dans un monde centralisé, avec une technologie qui a été pensée dans un monde beaucoup moins connecté qu'aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner en fait. Pour répondre à cet enjeu, à ce défi en fait que la transition énergétique nous demande, on a besoin en fait d'une nouvelle technologie, des technologies moins rigides, technologies plus flexibles, mais c'est aussi des méthodes, des méthodes de travail. On évite voilà, les projets en waterfall qui peuvent prendre des mois. On est plutôt sur les approches agiles voilà, avec des quick wins et des choses qui peuvent facilement être mises en production. Energy and Utilities Cloud a été justement pensé pour ça. Donc Salesforce, de manière générale, a été pensé pour la relation client. Energy and Utilities Cloud a été pensé pour la relation énergétique. Le but de cette plateforme, c'est vraiment de connecter tous les acteurs,
Donc, bien entendu, on parle bien avant, en premier lieu, en fait, des employés des énergéticiens, des employés des gestionnaires de réseau, hein, parce qu'on adresse en fait toute la chaîne de valeur, pas uniquement les fournisseurs d'énergie. On va parler bien sûr des clients, on va parler aussi des partenaires, hein, parce que dans cette transition énergétique, si on veut déployer voilà, des solutions d'autoconsommation, ben, les énergéticiens et tout l'écosystème en fait, doit faire venir plus de personnel, des personnels qualifiés. Et donc, c'est notamment à travers de partenaires qui vont venir installer les points de charge de véhicules, les panneaux solaires, etc. Donc concrètement, c'est une plateforme voilà, d'engagement utilisateur. Au cœur en fait, de cette plateforme, on retrouve en fait, des applicatifs qui ont été déjà pensés pour l'énergie. Et ça permet en fait, à nos clients de démarrer depuis ces applicatifs et les personnaliser pour leurs besoins. Hein, donc on va revenir plus concrètement avec Venuga et Nicolas tout à l'heure dessus. Mais c'est un vrai accélérateur en fait, pour l'industrie. Ceci étant, il a été pensé en fait pour la personnalisation. Hein, donc, on s'adapte aux besoins des marchés locaux et on s'adapte aux besoins particuliers de chaque entreprise. Le but, bien sûr, est de pouvoir offrir une meilleure satisfaction client, réduire les coûts, faciliter le lancement de nouvelles offres, hein, que ce soit voilà, des offres de panneaux solaires, de chargeurs de véhicules. Hein, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, cette solution a vraiment été bâtie pour les besoins d'aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et on a la chance d'avoir quelques trailblazers parmi nous, alors, notamment en France. Energy Utility Class a été très fortement adopté. Hein, donc, on a des clients historiques hein, comme Engie. On a des nouveaux clients comme EDF, comme Enedis, hein, qui sont partis récemment en fait, sur ces projets. Donc, c'est un peu plus de 100 clients dans le monde hein, qui ont déjà adopté cette technologie. Et c'est beaucoup de grands noms hein, qui sont les premiers impactés en fait, par cette transition énergétique. Et on est ravis et très fiers de leur confiance. On a parlé de l'énergie, donc c'est vrai que c'est une industrie qui est particulièrement touchée par les changements, mais il faut bien se rendre à l'évidence en fait que chaque industrie est impactée, hein, chaque industrie a des nouveaux modes de consommation. Ce changement arrive très très vite et il y a un impératif commun en fait, c'est de se réinventer. Et si on regarde en fait l'historique de l'évolution des CRM, si on reprend un petit peu de recul hein, dans cette mouvance en fait qui va de plus en plus vite, bien entendu, au tout début, on avait des systèmes transactionnels, hein, des systèmes of records, comme les bases de données voilà, Oracle ou SAP. Ensuite, il y a eu les CRM qui ont eu une approche verticale. Hein, donc, les plus anciens d'entre nous ont peut-être connu voilà, Siebel, où l'idée c'était d'avoir une CRM par industrie, hein, donc avoir une approche un peu plus personnalisée. Et puis, bien sûr, il y a eu la révolution hein, qui a commencé à 99 avec le cloud, hein, où là, tout a été révolutionné. Mais c'était une approche horizontale. Donc, on a vraiment fait une révolution sur le stack technique. Et finalement, pour arriver en 2014-2020, à la révolution dans laquelle on est, ça s'appelle l'industrie cloud, où on est sur du cloud, mais qui est verticalisé par industrie. Et donc ça, c'est la réalité de Salesforce depuis 2020, d'où le fait qu'il y ait de plus en plus de clients qui rejoignent aussi cette aventure. Et donc, dans les clouds aujourd'hui, si on reprend un petit peu de recul, hein, il y en a 14 clouds chez Salesforce, hein, donc qui vont couvrir des industries comme la banque, la santé, l'automotive, les secteurs publics aussi. Voilà, donc c'est des clouds qui sont dédiés en fait pour chacune de ces industries. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a créé en fait un nouveau socle technique. Hein, Nicolas va en parler juste après. Ce socle technique, en fait, ce sont des composants sont paramétrables en low code et qui vont vous permettre en fait d'améliorer la relation avec vos clients, hein, la relation avec les clients. Et l'approche, c'est vraiment d'avoir la personnalisation, démarrer en fait depuis un existant,
hein, qui correspond à des choses communes de votre industrie et de pouvoir en fait la personnaliser à votre besoin. Hein, donc on met en contradiction avec démarrer depuis une feuille blanche où on doit repenser tout et redémarrer voilà, de zéro. Là, c'est vraiment un accélérateur pour votre industrie en particulier. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas qui va vous présenter justement ces composants. Merci Jérémy. Donc ouais, ça fait une transition parfaite pour moi, pour vous expliquer un petit peu ce que sont ces industries components. Donc c'est vraiment la partie qu'on voit en dessous, là, qui vous a été expliquée tout à l'heure par Jérémy. Donc à l'intérieur de ces industries components, moi j'appelle ça l'industrialisation des industries. Donc je ne sais pas parmi vous qui a déjà entendu parler des industries common features. Ouais, Cyril, une personne, deux. Vous pouvez lever la main. Ça y est. Ouais. Donc, pas tant que ça. Alors, ce que j'ai mis qui est important, c'est tout en haut, c'est 100% dans la plateforme. C'est 100% dans Salesforce. Il n'y a pas de package à installer. Et pour aller voir sur la documentation, là, donc directement help.salesforce.com, vous allez sur Industry Common Features. Vous allez voir, là, j'ai juste mis un extrait, mais il y a des dizaines de composants qui sont inclus là-dedans. Alors, c'est 100% d'encore, ça veut dire que ça s'active par des licences. Et ça, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Mais bon, sur le concept, c'est très intéressant. Donc, pourquoi on a fait ça? C'est pour éviter d'avoir des composants spécifiques à une industrie. On a essayé d'avoir de la réutilisabilité. Donc ça, c'est très important parce que quand on passe d'une industrie à l'autre, pour un consultant, pour même nous, pour du support chez Salesforce, si chaque industrie développe ses propres composants, bah, ça demande de l'effort supplémentaire. Pour vous, en tant que consultant, ça va vous demander aussi de la formation. Donc cette approche d'avoir quelque chose de commun, elle est très importante. Comme disait Jérémy, c'est une sorte de socle technique qui est construit au-dessus de la plateforme Salesforce, qui est paramétrable. Et ces composants, on va les retrouver. Alors, ils ne sont pas tous disponibles dans toutes les industries. Il y a une sorte de matrice. On va retrouver ça dans help.salesforce.com. Et en fonction des industries, on va avoir certains de ces composants dans la plateforme qui vont être applicables. Et du coup, voilà, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. On va voir en plus en détail ce qu'il y a dans ces composants. L'architecture fonctionnelle, bon, vous connaissez, je pense, tous un petit peu un certain nombre de briques qu'il y a dans ce slide, mais on va se focaliser sur la partie qui est en violet, qui sont alors les 12 ou 14 clouds que vous voyez au milieu. Donc nous, celui que j'ai mis en bleu, c'est le cloud qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler d'Energy Utilities. Et à l'intérieur d'Energy Utilities, cette boîte bleue, en fait, elle va activer des boîtes bleues qui sont dans la couche technique qui s'appelle Industry Common Components. Alors tout ça, c'est basé sur Sales Cloud, Service Cloud et un modèle de données qui va être spécifique à une industrie. D'accord. Donc ça reste vrai pour chacune des industries. Mais ce qu'on va expliquer, enfin, ce que je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui, c'est cette couche violet là, qui s'appelle Industry Common Components. Donc à l'intérieur, il y a ce qui s'appelle Omni Studio. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Omni Studio. Je pense que oui. Ça reste quelque chose d'assez connu. Mais voilà, ça fait partie des composants qui viennent avec l'industrie. On ne peut pas aujourd'hui avoir des licences Omni Studio sans passer par une licence industrie. Mais c'est 100% dans Voilà, la nouvelle version. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on va voir, comme la partie ARC, c'est pour faire des gestions de relations entre les entités de Salesforce. Il y a une partie intéressante de Business Rule Engine, qui est une sorte de moteur de règles qu'on va pouvoir utiliser aussi. Il y a la timeline, des records d'alerte. Enfin, je vais vous montrer en détail un certain nombre de ces composants. Et vous voyez qu'il y en a d'autres qui sont en gris, tout simplement parce qu'ils ne s'appliquent pas aujourd'hui à la licence Energy Utilities. Mais potentiellement, techniquement, ça pourrait peut-être se discuter. On pourrait voir avec
pour le rajouter, parce que techniquement, c'est dans la plateforme. Voilà. Donc, quand je dis c'est dans la plateforme, bah voilà, comment ça s'active une fois que vous allez acheter une licence Energy Utilities. Vous allez avoir dans Company Information la liste des permission set license qui vous sont alloués. Hein, et il y aura des permission set license, par exemple ici, Actionable Relationship Center, donc la partie ARC, qui est disponible, qui va être dans votre org. On peut l'assigner à un utilisateur. Et ça donne accès directement au setup. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Vous allez dans le setup, feature settings, et on retrouve les fonctionnalités qu'on va pouvoir activer. Donc là, ici, on va aller dans, par exemple, Actionable Relationship Center, et on va pouvoir faire sur deux choses. Voilà, on va pouvoir construire la console de l'agent avec ses différents composants. Parce qu'aujourd'hui, chacune de ces industries vient avec des composants, mais aussi, de façon très importante, hein, il y a l'assemblage de ces composants qui crée la valeur. Donc l'assemblage de ces composants, ici dans cette console, bah, on voit, hein, donc, il y a la partie interest tagging. Donc on va mettre les centres d'intérêt du client dans un composant ici, on voit le numéro 2. On a une partie d'Action Launcher. Donc c'est finalement un composant pour lancer des actions contextuelles au client. On a une section, ici, la 7, c'est la gestion des alertes qui reste disponible. La partie timeline et le numéro 4, c'est finalement de l'Omni Studio. Donc, on va avoir de l'Omni Studio qu'on utilise, qui va venir par défaut dans votre org, sur lequel vous pourrez faire des modifications si vous voulez des changements sur la présentation de vos données clients. Donc, je vous montrais un petit peu différents composants tels que Arc qui existent dans cette librairie. Donc, Arc, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une fonctionnalité paramétrable que vous allez pouvoir utiliser pour exposer des relations entre vos entités Salesforce. Donc ici, on voit en fait, à partir d'un compte, je vais afficher les opportunités. Dessus, je vais pouvoir faire des actions. Donc, comme par exemple, créer une nouvelle opportunité, l'éditer, etc. Mais je veux aussi pouvoir voir des objets associés, donc les lignes ou les produits associés à cette opportunité. Et pour chacune de ces opportunités, je vais définir les attributs qui sont associés et puis des sous-actions. Voilà. Donc, ça peut être un certain nombre d'objets qu'on va retrouver de façon hiérarchique. C'est cette fonctionnalité-là. Donc, ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité-là, c'est qu'elle n'est pas liée à votre modèle de données. Si vous créez un objet custom, il reste visible et on peut le rajouter dans la configuration de l'Arc. Donc, moi, j'ai fait un exemple pour Energy Utilities. Donc, on voit en fait ici, tout en haut, ça va être un arbre qui part d'un record d'un compte. Et sur un compte, on va chercher les contacts. Et sur les contacts, on va aller chercher les PRM, les compteurs. Donc, on peut avoir aussi, si c'est un compte B2B, on va pouvoir voir des comptes qui sont reliés à ce compte. Et ça, donc, ça se paramètre dans ce type d'écran. Vous voyez, il y a des petits plus, un peu comme dans Flow. On peut rajouter des relations, des sous-objets. Et puis ensuite, voilà l'exemple, comment ça se présente dans l'interface utilisateur. Donc, ça peut se composer avec des actions de style OmniScript aussi. Ça, c'était Arc. Il y a une autre fonctionnalité qui est assez puissante, qui s'appelle Business Rule Engine. Donc voilà, c'est un moteur de règles qui est très visuel. Les retours qu'on a à chaque fois qu'on présente l'outil sont vraiment très bons parce que visuellement, pour un utilisateur, ça ressemble à ça. Donc, on définit finalement un peu comme dans un flow, des conditions, différentes étapes. Ces étapes, ça va être par exemple l'appel à un tableau. Donc, une matrice, cette matrice avec des différents points d'entrée dans différentes inputs et puis qui vont rendre un résultat. Basé sur le résultat de cette table, on va pouvoir faire un calcul. L'important de
de ce moteur de règles, c'est qu'il a été écrit dans la plateforme Core pour être performant. Donc, c'est utilisé dans beaucoup d'industries pour faire de la tarification, par exemple, mais aussi de l'éligibilité. Il y a un cas qu'on est en train de regarder là pour Enedis qui peut être intéressant dans l'énergie. C'est, vous voyez, en France, on a quand même 58 000 villes. Voilà, et le territoire est parti comme ça. Donc, chez Enedis, on va avoir des équipes qui sont associées à ces territoires. Donc, une problématique, c'est quand je reçois une demande de mon client à une adresse donnée, il faut que je puisse router vers la bonne équipe. Donc, comment on peut faire ça avec Business Rule Engine? C'est très simple, hein, je vais vous montrer. Donc, on va prendre un fichier CSV qui contient la liste des villes ou des codes postaux et associé à l'équipe, au nom de l'équipe. Et ensuite, on va le charger dans un tableau via un CSV. Ensuite, on peut utiliser ce tableau dans un flow, ça peut être dans un OmniScript, ça peut être dans de l'Apex, etc. Et on va directement, ici, donc j'ai fait dans un flow, demander au flow, donne-moi mon client est dans telle ville, donne-moi à quelle équipe je dois le router. Voilà. Et ça, ce flow-là, moi, je l'ai mis moi, directement dans un record page et je vois mon client, il est à Argenteuil. Je sais que c'est l'équipe C qui va devoir faire le traitement de sa demande. C'est un use case assez simple, mais il y en a bien sûr plus compliqués. Je pense que Venuga vous montrera des cas de tarification. Et voici un petit peu l'architecture. Bon, c'est assez puissant comme fonctionnalité. Voilà, on peut même aller chercher les raisons pour lesquelles on a tel résultat dans l'évaluation de la règle. Une autre fonctionnalité qui existe, qu'on utilise pas mal dans les industries, c'est les record alertes. Donc, record alert, c'est un objet standard qui s'expose généralement dans les vues 360, qui vont être associées à un client et aussi à un objet cible. Donc ici, on voit différents statuts d'alerte. Et ça, c'est pareil, ça peut se paramétrer dans le setup. Et la source de données des alertes peut être un système externe. Donc ça peut être fait de façon un petit peu différente. Donc là, on voit le résultat. Ce qui est intéressant, c'est une fonctionnalité OmniStudio qui est utilisée ici, les FlexCards, pour présenter les records d'alerte. Donc ça pourrait être modifiable en fonction des besoins. Mais ça vient en standard dans la plateforme. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est la timeline. Donc, dans le même principe que l'ARC et c'est que cette timeline, elle est paramétrable. Donc, on peut définir les éléments qui font partie de la timeline dans le setup, encore une fois, dans la partie configuration. Donc, vous allez définir finalement l'objet qui correspond à un événement que vous voulez visualiser, définir le champ date que vous allez pouvoir utiliser, qui va représenter la date dans votre timeline, et les champs qui font partie de ce qui va être visible dans la timeline. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé, bien sûr, dans les vues 360. Et pour finir, on voit beaucoup d'OmniStudio dans les industries. Et ce n'est pas que la technologie OmniStudio, c'est aussi des composants qui viennent qui viennent comme des exemples dans l'assemblage des vues 360 qui sont livrées avec les industries. Donc ici, on a un exemple pour Energy Utilities. Donc sur la console, on a différents blocs. Donc là, j'ai mis juste la partie overview, mais on voit que cette composition, en fait, c'est des FlexCards. Et certaines de ces FlexCards ici, on voit comme Make Payment ou Create Payment, elles font appel à des OmniScripts. Donc OmniStudio est là comme un stack technique, mais qui est déjà implémenté avec des exemples, avec des cas métiers qui correspondent à des besoins des industries. Donc ici, on l'a beaucoup dans la partie Energy Utilities. Il y a même des bibliothèques d'OmniScript qui existent et qui permettent d'accélérer les développements dans les industries. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas OmniStudio, ce n'est pas juste ça. Donc c'est vraiment un socle technique qui permet de faire beaucoup de choses
Donc, on a parlé des FlexCards, des OmniScript, mais il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Omni Analytics. Il y a une partie qui sert à de l'intégration, donc les integration procedures, les data raptors, et puis l'IDX Workbench pour le DevOps. Les FlexCards, rapidement, c'est pour vous, pour pouvoir développer des interfaces sans avoir à faire de développement. Donc avec directement du drag and drop. Là, on voit un exemple ici pour cet iPhone, mais finalement, tous les composants AU qui viennent avec la console sont fournis de cette façon-là. Donc c'est intégré avec la technologie OmniScript qu'on va voir après. Et voilà, la technologie OmniScript, c'est pareil, c'est un composant d'OmniStudio qui vous permet, lui, de faire des parcours guidés. Donc, étape par étape, ces parcours, l'importance de ces parcours, c'est qu'ils puissent être déployés aussi en omnicanalité. Donc, on va pouvoir les déployer sur des sites non Salesforce ou Experience Cloud. Voilà, ça conclut ma partie sur Energy Utilities et les composants standards des industries, et le résumé de ce qu'on a vu, aujourd'hui. Je vais passer maintenant la main à Venuga. Merci Nicolas. Alors du coup, Nicolas, il a plus parlé de Industry Common Components qui sont là plus pour construire l'expérience utilisateur via les parcours guidés ou des cartes graphiques et le console 360 avec l'ensemble des composants qu'il a cités. Maintenant, on va plus parler ce qu'on appelle des solutions qui sont en dessous des interfaces graphiques qui sont là plus pour répondre à des besoins spécifiques d'un processus de commercialisation. Donc, c'est les catalogues d'offres, CPQ et tous les API qui permettent de récupérer, d'exposer ces fonctions à d'autres systèmes que Salesforce, ce qu'on appelle les Digital Commerce API, et toute la partie qu'on appelle l'orchestration de la commande. Donc, du coup, c'est plutôt, on dit, c'est des solutions back-end qui viennent avec Energy and Utility Cloud. Comme disaient déjà mes collègues Jérémy et Nicolas, chaque fois qu'il y a des composants qui ont fait leurs preuves dans une industrie donnée, ils vont être exposés à d'autres industries. Ce qui était le cas avec OmniStudio. Au départ, ça a démarré dans le monde de telco et Energy Utility Cloud. Et maintenant, il est disponible pour l'ensemble des industries cloud. Et maintenant, on est en train de faire un peu le même travail sur la partie solution back-end, donc toute la partie CPQ qui ont été développées au départ sur le monde de telco. Il a été étendu côté Energy Utility Cloud parce que les processus de commercialisation entre telco et énergie, ils sont similaires. Et puis bientôt, c'est en cours de discussion pour étendre à d'autres clouds comme Automotive Cloud qui est sorti ce février. Donc là, je vous ai positionné en fait par rapport à un parcours client de B2B ou B2C. Donc, on commence toujours par la partie marketing où il y a une campagne marketing pour cibler une audience. Et une fois que le client démontre un intérêt, il y a toute la partie prospection et il y a toute la partie vente qui démarre. Et les solutions que je vais citer, donc tout ce qui est catalogue d'offres, CPQ, order management, ils sont spécialisés pour ce processus de vente. Donc vraiment, on est dans le cœur de la commercialisation des offres et la partie contractualisation. Et c'est ce qu'on appelle asset-based ordering. Donc, pour un peu schématiser un peu un use case pour qu'on regarde un peu un use case client, je voulais vous montrer. Alors, je vais déjà fermer ça. Un site web d'un fournisseur au hasard. Voilà. Donc là, on est en fait sur un parcours client final qui se connecte sur un site web. Là, c'est plus pour
expliquer un peu un parcours, dans un tel parcours client, comment on intègre des solutions de ce type CPQ, enfin, propre à Industry Cloud. Donc là, vous voyez, il y a déjà une sorte de campagne autour de offres pour pousser une offre en particulier qui a des prix à l'usage, parce que dans l'énergie, on est plutôt par kilowattheure pour les offres d'énergie élec, et pareil pour le gaz. Et on a un système de discount et aussi on a une timeline, une limite pour bénéficier d'un tarif avantageux. Donc là, le client, lorsqu'il va donner le minimum d'informations possible sur son contexte, à savoir quel type d'énergie il veut et dans quel contexte il est et à quel moment il souhaite migrer, et bien sûr l'adresse. Et d'ailleurs, l'adresse, c'est un concept assez spécifique dans le cadre de Energy Utility Cloud, mais ce qu'on trouve aussi dans le cadre de telco, parce que pour bénéficier de la fibre, enfin, le client doit aussi préciser l'adresse. Donc, toute cette partie de data model, il est aussi intégré dans la partie Energy Utility Cloud. Donc, quand je poursuis ma demande, donc, il y a un ensemble d'offres qui est poussé selon des règles. Donc là, il y a 2 offres qui ont poussé. Et puis, voilà. Ça, c'est typiquement un cas sur lequel on pourrait typiquement travailler avec des solutions d'industrie. Donc, si je choisis les références à nom, après, on passe sur les options. Et là, on est plutôt sur des options et services à prix fixe et aussi des tarifs mensuels. Et on arrive vers la fin. Et une fois qu'on est arrivé à cette étape, qu'on commence à renseigner finalement les coordonnées du client. Jusqu'à ce moment, à aucun moment, je donnais des informations sur moi, par exemple. Et c'est un concept important parce que ça veut dire qu'on doit aussi intégrer dans pour répondre à ce type de besoin, la possibilité d'exposer des catalogues d'offres indépendamment du contexte client, typiquement en mode guest user, et qu'on n'a pas besoin de partager la base de clients à un partenaire pour pouvoir récupérer toutes les offres pour lesquelles le client est éligible, par exemple. Et bien sûr, on peut aussi, ça c'est pas typiquement un panier dans le contexte de solutioning, et on peut le modifier, on peut changer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un cas d'usage classique d'un fournisseur d'énergie, et c'est dans ce contexte on va positionner les solutions que je vous ai citées. Typiquement, le produit va devenir un peu le cœur du sujet. La façon dont on va modéliser le produit va influencer le processus de contractualisation. C'est ça que propose en fait toute cette brique que je vais vous citer. C'est comment modéliser les produits telle sorte que le processus de contractualisation dépend des caractéristiques qu'ils ont modélisées par rapport au produit. Donc, côté Energy Utility Cloud, on a un console produit centralisé pour modéliser l'ensemble des produits d'un client. Donc là, j'ai pris une orgue dans laquelle j'ai configuré un produit dual. Pour le coup, comme c'est en général, c'est très, c'est des, comment dire, c'est comme on travaille avec des produits, on n'a pas non plus droit de révéler les produits côté client, la façon dont on modélise, mais il y a toute une expertise à avoir pour modéliser les produits correctement. Et c'est là où c'est important de se former sur cette partie, comment on design des produits pour pouvoir utiliser les briques fonctionnelles de manière optimale. Donc là, je suis sur un produit commodité. Donc, il y a un certain nombre d'informations que vous voyez, notamment la possibilité de rendre ce produit order à balle. Ça veut dire, c'est à partir de ce moment, le produit devient disponible pour être soumis aux commandes. Et il y a différents types d'informations, notamment la versionning. Est-ce que c'est une offre bondélisée? Est-ce que c'est actif? Et il y a un système d'attributs, c'est-à-dire que vous savez que dans Salesforce, tout objet Salesforce, ils ont des champs. Mais ces champs-là, ils sont partagés par l'ensemble des produits, enfin par l'ensemble des personnes, enfin par l'ensemble des records l'ensemble des records partagent le nombre de champs. Le système d'attributs, ça permet en fait d'étendre, c'est un concept vraiment spécifique à CPQ, c'est d'étendre au-delà des fields
les attributs, c'est vraiment propre à un produit donné. Donc, c'est des caractéristiques qu'on configure pour ce type d'offre. Et une autre offre va bénéficier d'autres attributs. Donc, c'est vraiment de la personnalisation par produit qui est fournie via le système des attributs. Et on a cette capacité de vendre, de décider la date de vente. Et ça aussi, c'est des fonctionnalités de... Voilà, là, tout à l'heure, vous avez vu que la vente était disponible que sur un mois, là, sur l'élec référence 1 an que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il y a ce concept de dire telle date je vends. Et je peux décider aussi de fulfillment, ça veut dire je peux vendre à une date donnée, mais la mise en service, il peut être décalé. Donc, d'avoir cette différence. En général, la vente correspond à la date où on fait du fulfillment, mais il se peut qu'on veut sortir un produit en mode commercial d'abord, en vente, et après, dans un deuxième temps, les partenaires sont prêts, et là, on fait du fulfillment, ça veut dire on peut autoriser aux partenaires de livrer l'équipement dans un deuxième temps. Donc, on décale, on a la possibilité de décaler la commercialisation de la mise en service du produit, enfin de cette offre si elle est vendue. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un console centralisé pour configurer le produit. Donc, il y a une partie sur le pricing qu'on peut configurer soit un prix fixe directement depuis le console. Bon, là, c'est plus comme c'est une offre d'énergie, il va être dépendant des attributs. On va voir tout à l'heure comment on définit des prix variables. On va utiliser expression set et decision matrix. Mais par exemple, typiquement, là, on est sur l'assurance pour vous montrer un prix fixe. Là, on est plus un prix fixe. Du coup, on peut directement mettre le default price list et mettre le prix. Et aussi, il y a aussi cette capacité ça c'est en standard, hein, ça veut dire que je n'avais pas besoin de faire des configurations supplémentaires pour avoir la possibilité est-ce qu'on fait un prix en one shot ou on fait un prix plutôt récurrent ou on fait un prix à l'usage. Par exemple, comme je vous ai dit, dans le monde de l'énergie, c'est plutôt par kilowattheure. Donc, tout cet usage-based pricing, c'est aussi une capacité clé de industrie CPQ. Alors, et on peut définir aussi plusieurs prix et définir des règles. Ça veut dire qu'on peut avoir 3 prix fixes et on peut dire un prix fixe, donne-le si le client il a le type de compteur intelligent, un autre prix s'il a le type de compteur standard. Donc, c'est des règles qu'on peut aussi se positionner directement depuis le console produit. Et puis la partie structure, donc là, on est plutôt sur un produit plat parce que c'est juste l'assurance. Mais dans le monde dans l'offre d'énergie, vous voyez, on est plus sur une structure où l'offre duale, il est composé de 2 produits électricité et gaz. Et la partie, chacune des composants électricité et gaz, il a la partie consommation, le paiement à la consommation, et la partie abonnement. Et au niveau, comme je vous ai dit, il y a vraiment un lien entre la façon dont on configure le produit et la façon le contrat va sortir à la fin. Donc, à la fin, la commande, elle va avoir cette modélisation. Donc, la commande, les lignes de commande vont exactement refléter cette structure. C'est ça que propose, il y a des slides sur cette partie-là. C'est aussi une transformation de data model dans le sens, la partie CPQ met en lien le produit avec la partie contrat de manière native, sans avoir besoin de le configurer. Après, on a des règles d'éligibilité pour dire qu'on propose ce type d'offre uniquement pour ce type de client qui a tel type de compteur ou il habite dans telle région. Ça, c'est des exemples qu'on pourrait avoir et qui permet de définir ici. Fulfillment, on ne va pas beaucoup parler aujourd'hui, mais c'est toute la partie avec l'order management. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un orchestrateur de la commande. Ça veut dire qu'une fois que la commande est soumise, il se passe beaucoup de choses avant que le service soit activé pour le client. Il faut qu'il y ait un tel équipement qui doit être envoyé chez le client. Tel distributeur, il ait fait son intervention sur site pour activer le service. Donc, tous ces services-là, en fait, c'est cet order management qui va orchestrer la commande jusqu'à l'activation de la commande et la mise en service du contrat.
on abordera dans une deuxième session. Donc ça, c'est vraiment sur la partie console produit. Il y a toute une notion de tarification. Là, je vais plus parler d'un exemple de tarification qu'on appelle Attribute-Based Pricing. Typiquement, là, c'est ce que Nicolas a parlé, c'est les matrices de tarification. Bon, pour certains qui connaissent plus Velocity, enfin OmniStudio for Velocity, vous avez plus l'habitude d'un console, enfin un layout différent, parce que là, on est plus sur les decision matrix. Ça veut dire que c'est ce qu'on aurait si on migrait OmniStudio for Velocity vers OmniStudio Core, parce que là, on parle des matrices qui sont directement écrites dans le core. Donc, c'est l'avenir, en gros. Enfin, c'est toutes les matrices que vous avez actuellement utilisées dans le package Velocity vont migrer vers cette version. Donc là, Attribute-Based Pricing, le principe, c'est que le prix, il est calculé en fonction des attributs que j'ai configurés au niveau du produit que je vous ai montré. Typiquement, là, l'ensemble des codes produits, ils vont dépendre de distribution region, donc la localisation. Et en fonction de la localisation où ils se trouvent, les prix ne sont pas les mêmes. Et donc là, il y a le monthly recurrent charge, ça veut dire le récurrent, enfin le prix récurrent en général par mois, et les prix en one shot, donc tout ce que vous configurez au niveau du console produit. Et là, c'est usage pricing. Comme je vous ai dit, on a là cette possibilité de gérer les prix par consommation. Et donc là, et après l'unité sur laquelle on se base. Là, c'est journalier, mais comme on peut intégrer dans la même matrice plusieurs codes produits, là, on voit qu'on peut aussi faire la tarification par kilowattheure. Et puis après, on peut faire des valorisations, des moteurs de calcul avec des formules pour arriver au prix final. Du coup, je bascule sur les slides. Bon, CPQ, c'est un acronyme, hein, c'est pour la configuration de produits. Donc, tout ce que je vous ai expliqué, il se trouve ici. Object type, c'est peut-être ça que je ne vous ai pas montré, mais en fait, c'est un template. Plutôt que de chaque fois créer un nouveau produit, on met à disposition des métiers un template de layout qui correspond à un ensemble de produits pour ne pas redéfinir les attributs et ainsi de suite. Et sur la partie pricing, je vous ai parlé de attribute-based pricing. Il y a la partie usage pricing aussi que vous avez vu, mais il y a des possibilités un peu plus poussées, ce qu'on appelle les repricing. Typiquement, en 1er février, dans le monde de l'énergie, il y a les taxes qui ont augmenté. Donc, on a une date précise, à un instant T, il y a les taxes qui augmentent. Mais imaginons que le client, il a déjà les contrats en place, la commande qui est faite. Comment ça va se faire? Du coup, il y a cette possibilité de repricer à une date donnée, même si la commande il est vendu, de repasser sur la commande pour ajuster en fait les prix. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec du repricing. En fait, c'est ça la capability, enfin, le nom du capability. Ça, c'est un exemple, mais ça peut aussi être des discounts qu'on applique parce qu'il y a une campagne de discount pour un ensemble de clients spécial. Donc, on peut leur fournir un discount dans l'année, une fois que la contractualisation est terminée. Après, la quatrième type, c'est plus pour dire que c'est assez flexible pour étendre les capacités de base de pricing avec du code, sans modifier le code source. Il y a des hooks. Voilà. Donc, en général, on le fait plus en parcimonie parce que c'est du custom. Donc, il faudrait toujours être sur un pourcentage de 80-20% en faveur du standard, bien sûr. Et je vais finir sur la troisième partie. Donc, c'est la partie contractualisation avec le data model. Donc, ce que fait aussi la brique CPQ, c'est de placer le produit au cœur de tout cela. C'est le principe qu'on appelle architecture orientée catalogue. Ça veut dire que tous les processus, ils vont se spécialiser par rapport au produit, par rapport à comment on a configuré le produit. Ça veut dire que toutes les règles d'éligibilité,
quels que soient les processus qui vont l'appeler, ils vont en bénéficier. Que ce soit souscription, déménagement, changement d'offre. Enfin, ils vont appeler ce catalogue d'offres et ils vont récupérer l'intelligence qui est configurée au niveau de catalogue d'offres et ils vont s'adapter leur interface pour proposer tel attribut ou telle règle ou telle action, parce que tout cela a été défini de manière centralisée au niveau du catalogue produit. Donc, on passe de produit et le lien, c'est le produit correspond à des lignes de commande. Donc, toutes les informations qu'on définit au niveau du produit, ils sont répatriés dans les fields qui se trouvent au niveau de la commande et l'île de commande si le produit il est vendu. Et après, la même action se passe aussi au niveau de assets. Donc, c'est ce qu'on appelle les actifs dans le cadre de B2C, c'est les contrats. Donc, il y a un lien entre ligne de commande et les assets. Ça, c'est une direction, mais il y a aussi la direction opposée. Ça veut dire qu'on peut aussi faire des actions en se basant du contrat final, ce qui se passe au niveau du renouvellement. Donc, on fait les actions sur le contrat et on peut faire la transformation du contrat vers la commande pour recommencer la partie renouvellement et reproposer. Et ça peut être aussi le cas pour le changement d'offre. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est asset-based ordering. C'est le concept de partir du contrat pour créer la commande ou le devis. Donc, au niveau de data model, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas uniquement des objets pour stocker des informations, mais il y a toute une logique, tous les liens que je vous ai cités, et il y a vraiment une logique, il y a une intelligence, c'est-à-dire le processus de contractualisation, il est pensé au niveau des data models pour garder ces liens de manière native, sans que nous, on ait à le configurer. À savoir quels sont les feeds que je dois récupérer. Ça, c'est déjà prédéfini lorsque vous installez le Energy Utility Cloud. Alors, ça, c'est la partie API. On m'a prévenu que si je parle à 8 heures du soir des API, je risque de vider la salle. Mais bon, je voulais quand même donner quelques messages parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Digital Commerce API. Alors, il faut savoir sur la partie CPQ, il y a deux types des API. Donc, un premier qu'on appelle Digital Commerce API, c'est les API qui sont les plus performants et qui ont cette possibilité de requêter le catalogue d'offres que je vous ai montré, toute la configuration, sans avoir besoin du contexte client. Tout à l'heure, quand je vous ai montré le cas d'usage avec le site web d'Engie, à aucun moment il y avait des informations sur l'account ou le contact. C'est parce qu'on pouvait récupérer ces informations sur les offres sans avoir besoin de donner ces informations-là. Et c'est ça qui permet Digital Commerce API. Et donc, c'est des API qui sont vraiment... il y a un certain nombre d'actions qui sont fournies par le package. Récupération des offres, récupération du détail des offres, récupération des prix. Donc là, je vous ai mis le schéma dans le sens que, de manière générale, toutes les solutions vont basculer sur du plateforme. Ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin d'un managed package pour bénéficier de ces fonctionnalités et aussi pour gagner en termes de performance. Et petit à petit, Digital Commerce API qui venait au départ avec Velocity Managed Package, ils vont migrer vers du core. Et donc, ça, c'est vraiment le roadmap. Donc là, à l'heure actuelle, on est sur Spring 24. Donc, les API, ils basculent côté core sur des fonctionnalités et il faut attendre bon, après, c'est du roadmap, hein, donc ça sera en fonction du test, jusqu'au Summer 24 pour avoir toutes les fonctionnalités que vous avez actuellement dans les legacy Digital Commerce API pour avoir dans la partie core Digital Commerce API. Et justement, pour rendre toute l'application Salesforce sur la partie CPQ, pour que ce soit exposé, quels que soient les systèmes qui les appellent, parce qu'en général, ce sont des données qui doivent être exposées, quels que soient les canaux. Ça, c'est la partie pour la solution. Je vais terminer, et du coup, ça fait transition avec Janie. C'est pour vous expliquer que pour tester, pour configurer
les produits Energy Utility Cloud, tout le monde peut bénéficier d'un org démo pendant 30 jours. L'avantage de ces org démo, c'est qu'il y a déjà des composants qui sont configurés au respect des bonnes pratiques de l'éditeur. Donc, si vous voulez vous former ou pratiquer, si vous ne connaissez pas l'industrie en question ou le cloud en question, vous avez déjà une base. D'ailleurs, tout ce que je vous ai montré au niveau de démo, c'est quelque chose qui vient directement configurer, même si on doit faire des ajustements dans ces clouds, enfin, dans ces démos-là. Mais bon, après, c'est disponible que 30 jours, mais c'est quelque chose que je vous recommande de faire pour se former de manière avec des cas pratiques sur ce cloud-là. Donc maintenant, on va regarder la partie théorique avec Gianni. D'abord, peut-être avant que je commence, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été présenté? Parce que c'était un gros contenu. On a essayé de vous partager beaucoup d'informations. On a essayé d'être le plus complet possible. En tout cas, mes collègues ont très, très bien expliqué. Mais si vous avez des questions, vous pouvez. Personne? Vous êtes juste timide. C'est assez dense. Allez, chez mec. Alors moi, il y a un slide qui m'a un peu marqué. En fait, c'est la présentation de la vue 360 qui est centrée en fait logement. Et je souhaite savoir en fait en termes de modélisation comment c'est construite en fait cette vue. Tout à fait. Alors, justement, c'était un petit peu le but de ma présentation, c'était de vous montrer avec les différents numéros que c'est une composition de composants standards, voilà, qui sont activés donc, via des licences. Et quand on fait Edit Page là, sur une vue 360 comme ça, on va avoir différents composants disponibles sur la gauche. Ces composants comme la timeline qu'on va mettre où on veut. Donc là, ici, on l'a mis à gauche. Dans le setup, on va paramétrer cette timeline pour dire qu'on veut faire apparaître tel ou tel objet dans la timeline. Donc ça, c'est un exemple sur la timeline. Ce qu'on voit, le numéro 4, c'est des onglets. Donc ça, les onglets standards qu'on connaît dans Salesforce Service ou Sales. Mais ici, le contenu de ces onglets, c'est de l'Omni Studio. Enfin, il y a beaucoup de FlexCard. Alors, c'est ce que j'ai expliqué aussi tout à l'heure. Ces FlexCard, elles viennent avec des exemples, comme disait Benuga tout à l'heure. Quand vous allez installer la service console, vous allez avoir un certain nombre de FlexCard qui sont paramétrés pour Energy Cloud. Maintenant, si on ne veut pas, par exemple, cette FlexCard-là, ou si on la veut différemment, on pourra la modifier. C'est un exemple. Voilà. Donc, c'est une composition de ces différents composants industrie. Je ne sais pas si tu veux montrer la doc. Ouais. Ici, la doc, si tu veux, l'onglet Extend. Ouais. Bon, là, ici, c'est la documentation qu'on va retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, sur l.salesforce.com, avec tous les composants qui viennent dans l'industrie. Alors, ils ne sont pas tous disponibles dans Energy Utilities, il faut se méfier, mais il y en a un certain nombre qui sont disponibles. On voit passer là, ici, Record Alert, il y a un certain nombre de choses qui sont là. Mais c'est le principe, et je trouve ça important que vous voyez le nombre de choses qu'il y a dans ces briques industrie qui viennent maintenant d'encore. Il y a pas mal d'investissements qui sont faits là-dessus. Faire edit page sur... Ça répond à ta question? Ça va? J'ai une question justement pour toi. Et quand vous dites que c'est 100% core, ça veut dire que OmniStudio, OmniScript, FlexCard et tout, c'est plus un managed package, donc on n'a pas besoin d'installer quelque chose et c'est des métadatas? Parce qu'il y a une époque où ça prenait dans le data, OmniStudio Elements,
maintenant, bah, ça rentre dans le data comme un metadata, comme on ferait Flow, par exemple. Juste sur la partie Omni Studio, donc ce que j'ai dit, ce n'est pas totalement vrai. Il reste un package à installer sur Omni Studio qui s'occupe en fait du designer, donc pour faire l'édition de la FlexCard, de l'OmniScript. Aujourd'hui, alors les informations qu'on a, c'est pareil, c'est de la roadmap, c'est que ça va être complètement d'encore d'ici la fin de l'année. Mais sur le principe, il y a, enfin nous par exemple sur le projet sur lequel je suis, on a juste cette partie, on a juste la partie Omni Studio qui est temporaire. Tout le modèle de données et l'engine va se retrouver dans Core. Donc c'est vraiment la partie designer qui est encore dans un managed package. Donc on imagine que ça pourra se retirer assez facilement. Oui, sur la partie stockage par rapport à ta question, là, par exemple, on est dans un orgue de démo avec les composants Core et on n'a pas, tu ne vois pas les composants comme OmniStudio Elements parce qu'ils sont déjà intégrés dans la partie comme un metadata Salesforce, quoi. Et d'ailleurs, quand vous allez sur l'orgue démo, vous pouvez tester toutes les applications Console 360. Après, il y a d'autres applications qui sont proposées comme le Self-Service Portal. C'est ce qu'on appelle les business apps pour inspiration. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Et du coup, vous pouvez aussi accéder à la documentation. Donc, ils ont un peu le réorganisé pour la formation. Ah oui, est-ce que vous avez des questions en ligne? Attends, on a quitté la réunion? Non, je pense pas. Non, c'est clair. Merci, Venuga. Okay. Bon. Yes. Et dans la salle, il n'y a plus de questions? C'est bon? Alors, moi, je n'étais pas censée intervenir aujourd'hui, hein, mais on m'a dit que il fallait vous motiver un peu pour vous intéresser à l'industrie cloud et vous intéresser surtout à vous former dessus et à développer dessus, à faire des projets dessus. Du coup, je m'étais dit, bah, tiens, ça, c'est pour moi, pour motiver les gens, c'est moi. Je rigole. Mais en fait, ici, on a mis plein de ressources. Surtout, n'hésitez pas. Une présentation une heure et demie, comme on fait comme ça, c'est pas suffisant pour en apprendre sur un sujet donné. Du coup, c'est pour ça qu'on vous propose. Là, j'espère qu'on a réussi à vous intéresser dans tous les cas. Et bah, ouvrez Trailhead, tout ça est accessible dans Trailhead. On va vous partager ce deck. Il y aura tous les liens sur toutes les formations. Il y a une formation ici, par contre, qui est proposée par Trailhead Academy. Du coup, si vous avez des comptes formation, etc., c'est un peu payant sur Trailhead. Ça dure 5 jours. Et c'est super intéressant si vous voulez vraiment creuser un peu plus. Là, c'est avec des formateurs, avec des personnes du coup qui peuvent vous expliquer, répondre à vos questions, etc. C'est pas du self-service comme sur Trailhead où on fait tout seul et après on demande sur Trailblazer Community quand on est bloqué. On attend qu'il y ait des gens qui répondent. Mais là, il y a des vraies interactions. Ensuite, il y a des certifications aussi, hein, dédiées en fait aux industries. Pour les consultants, il y a Omni Studio Consultant. Et les développeurs, il y a Omni Studio Développeur. Alors, n'hésitez pas. Pareil, c'est accessible sur Trailhead. Vous allez voir, il y a comme toute certif, hein, il y a les trail mix dédiés, tout creusé. Franchement, je vous encourage beaucoup à aller plus loin. Ne restez pas sur ces 1h30 qu'on vient de passer. Creusez plus loin. Optimisez ce temps que vous avez passé aujourd'hui. Il y a ensuite, en fait, il y a après, pour les expertises produits spécifiques, industrie, énergie and utilité, il y a ici du coup des liens vraiment spécifiques à ça, à cette industrie-là, que Venuga a sélectionné avec soin. Et pareil, il y a des certifications qui vont avec.
Et si vous voulez gonfler un peu vos nombres de certifs, passez le moment. Maintenant, vous avez les bases. Alors allez-y, n'hésitez surtout pas. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Après, pour ceux qui sont chez des partenaires, sur Partner Learning Camp, il y a plein de ressources. Il y a d'ailleurs une nouveauté là, une formation qui est sortie en janvier de l'année dernière, en fait, qui est tout un parcours, mais dédié à Energy and Utilities. Et du coup, vous avez aussi, ça, c'est des ressources qui vous sont accessibles en fait via votre entreprise. Profitez-en. N'hésitez pas à creuser plus loin pour vous former justement sur ces industries-là, ces clouds dont on ne parle pas beaucoup. On a tendance à toujours parler de sales, services, etc. Mais c'est très intéressant, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients Salesforce qui utilisent ça puisqu'ils ont des industries dédiées qui ont des process très spécifiques. Du coup, ça vous ouvre des portes. Hein. Et après, il y a aussi du coup, les accréditations qui sont accessibles via le Partner Learning Camp, c'est les Professional Accredited, du coup, qui vous permettent aussi d'avoir un peu plus d'apporter un peu plus de crédit aussi aux connaissances que vous aurez prises. Bah, du coup, n'hésitez surtout pas à faire ces accréditations également. Ça permet d'asseoir en fait la connaissance que vous avez eue avec toutes les formations et les efforts que vous aurez faits avec Trailhead, Partner Learning Camp et tout ça. Et pour finir, ici, c'était quoi déjà le focus sur ce slide, c'est toi que tu voulais passer comme c'est message. plus pour expliquer que au-delà de ce que on vous a montré, Energy Utility Cloud s'intègre avec d'autres capabilities comme field service, sales and service, et aussi des mises en contexte par rapport au marché B2B et B2C. Donc, c'est plus pour aller un peu plus loin. Et vraiment, vraiment, le vrai message, c'est qu'on vous délivre hein, beaucoup d'informations dans les événements et tout, mais il faut aussi que vous, derrière, complétiez pour avoir vraiment une vue complète des sujets, parce que nous on balaie, on va dire, on essaie de vous passer les bases. Et ça, c'est très important, je trouve, quand on est professionnel dans Salesforce ou n'importe quel autre domaine, d'ailleurs, quand on est des consultants, développeurs, de toujours rester un peu voilà, à l'affût, de connaître aussi. Ça permet de creuser en fait, des spécificités de ces industries-là, de ces compagnies, de ces entreprises, de quoi ils auraient besoin. Et après, c'est plus facile pour nous quand on arrive sur les projets quand on a déjà un petit background, une idée de comment aborder leur processus, derrière de leur délivrer des solutions. Sur ce, je vous dis merci et merci à mes collègues. Merci Venuga, Nicolas, Jérémy. C'était trop bien. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Et on va vous laisser pour ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas si on peut voir. Janie, Oui, oui. juste le mois de la fin, on continue avec les industries et normalement, fin avril, on continue avec FSC pour Oui. les personnes qui sont intéressées. Donc, on n'a pas encore une date exacte, mais du coup, les gens qui sont intéressés, eh ben, suivez Women in Tech et vous aurez toutes les infos. Et Activez merci la encore. notification sur Trailblazer Community. Comme ça, vous ne ratez pas les événements. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre participation. Et puis, nous sommes disponibles pour échanger de manière beaucoup plus conviviale. Yosra, je quitte. Oui, oui. Bah, Merci à tous. Au revoir. merci, bonne À fin la de soirée. prochaine. Merci à tout le monde. Ciao.